Sunday Night Production. Dans le domaine de la préparation mentale chez le sportif, l'hypnose peut être utilisée pour différents objectifs comme le lâcher-prise, la réduction des peurs, des croyances limitantes ou encore la réduction du stress ou de l'anxiété avant une compétition. Pourtant, l'hypnose reste une discipline encore méconnue en France et des coureurs. Dans cet épisode de Body and Mind, nous allons vous expliquer les spécificités de l'hypnose et comment elle peut vous aider dans votre pratique sportive. C'est parti! Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un nouveau programme dédié au corps et à l'esprit. Chaque mois, un médecin du sport et une préparatrice mentale vous donnent toutes les clés pour améliorer votre santé et votre mental grâce à la course à pied. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous allons nous intéresser dans ce format Body and Mind à la pratique de l'hypnose dans le running. En quoi consiste cette méthode? Est-elle vraiment efficace? Comment peut-elle nous aider à être plus performants ou plus confiants sur nos compétitions? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour nous aider à y voir plus clair, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Manon Vercouter, coach mental et hypnothérapeute. Salut Manon, c'est un plaisir de te retrouver dans le podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es enthousiaste à l'idée de parler d'hypnose, un sujet qui, je crois savoir, te passionne puisque tu en as fait ton métier. Écoute, merci Guillaume pour ton accueil, je suis ravie d'être là. Et toi, j'espère que tu vas bien, tu es motivé pour parler d'hypnose aujourd'hui. Ah bah tu sais, moi je suis un garçon très curieux et en plus l'hypnose c'est pas forcément un sujet que je connais. J'ai déjà essayé par le passé de faire une séance d'hypnothérapie, mais je t'avoue que depuis j'ai pas forcément approfondi le sujet et je compte bien justement améliorer mes connaissances sur la question avec toi aujourd'hui, puisque c'est quand même un sujet qui m'intéresse et d'ailleurs on entend de plus en plus parler d'hypnose. C'est vrai que pendant pas mal de temps c'est resté dans l'inconscient collectif quelque chose qui était rattaché au monde du spectacle ou à de la magie, mais aujourd'hui on a conscience que c'est quelque chose qui va bien au-delà de ça. Et d'ailleurs, selon un sondage qui est paru en 2018 sur Statistica Research, près de 50% des personnes qui ont répondu à ce sondage étaient d'accord pour dire que l'hypnose était plutôt bonne pour la santé. Et d'ailleurs, même dans le monde du sport, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par les athlètes, notamment outre-Atlantique. Avant de rentrer dans le cœur de l'émission, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer parce que voilà, aujourd'hui, on traite de préparation mentale. On est un podcast de course à pied, de bien-être, mais cette émission ne se substitue pas à un rendez-vous médical et je tiens absolument à préciser que si vous souffrez de pathologies sévères comme de l'hyperanxiété, comme de la dépression, comme des problèmes graves, en tout cas, il faut absolument consulter un médecin. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas sur les podcasts, peu importe quel créateur de contenu vous suivez, même s'il est médecin, docteur, il faut aller avoir un avis personnel qui vous est dédié. Donc, consultez un médecin, passez dans un premier temps par votre généraliste, expliquez-lui vos problèmes et il saura vous orienter. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au sport, au bien-être et à essayer de comprendre ce qu'est l'hypnothérapie. Et d'ailleurs, Manon, ce que je te propose, c'est qu'on définisse ensemble ce qu'est l'hypnose. Ce sera une excellente introduction, je pense. Oui, alors c'est vrai qu'il vaut mieux poser les bases d'abord. Alors déjà, on va définir l'hypnose en tant que telle. L'hypnose, c'est ce qu'on appelle un état de conscience modifié naturel. Donc on l'expérimente en fait tous les jours. On peut distinguer l'hypnose soit comme l'outil, donc c'est-à-dire tous les procédés qu'on va utiliser en séance, mais aussi en spectacle, ce que tu parlais avec la magie par exemple, qui sont différentes parce qu'en fait, il y a un cadre qui peut être thérapeutique et un cadre qui l'est pas. Parce que quand on fait la poule sur scène, c'est pas vraiment thérapeutique. Et de l'autre côté, il y a l'état d'hypnose. Alors après, c'est vraiment une question de sémantique. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que c'est les deux, il y en a qui vont dire que c'est uniquement un état, il y en a qui vont dire que c'est juste un outil. Quoi qu'il en soit, on va pas rentrer dans des débats trop complexes. L'état d'hypnose, donc c'est un état modifié de conscience naturelle, c'est-à-dire que nous sommes conscients, lorsque nous sommes conscients, comme là tous les deux, on est en train de parler, enfin j'espère que tu es conscient et que tu es avec moi Guillaume, Oui, je suis. nous interagissons avec des ondes cérébrales qui sont en mode bêta. En état modifié de conscience, aussi appelé transe, c'est un état qu'on peut retrouver dans le yoga, dans la méditation, quand on fait du sport, quand on chante, quand on danse, dans plein d'autres situations. Nos ondes cérébrales, elles vont être en mode alpha ou gamma, selon le niveau de profondeur. Et donc du coup, en fait, pour te donner un exemple, les enfants, ils fonctionnent en onde alpha parce que cet état, il permet d'emmagasiner beaucoup plus d'informations
Et c'est des informations qui sont cruciales pour leur développement, l'apprentissage, apprendre à marcher, à parler, aller à l'école. Et donc en fait, c'est pour ça que cela explique leur créativité qui peut être décuplée, l'imagination débordante et le côté un petit peu sans filtre ou la tête dans la ligne qu'on connaît auprès des enfants. Est-ce que ça va? Tu me suis jusque-là, Guillaume? Je te suis parfaitement. Pour l'instant, je comprends tout. Du coup, pour revenir au sport, puisque quand même le sujet aussi aujourd'hui, de nombreux sportifs font l'expérience de cet état, et même des non-professionnels. Déjà en compétition, on parle souvent de l'état de concentration, d'hyperconcentration. Vous savez, c'est ce qu'on appelle aussi le flow. Mais tout ça, en fait, vous pouvez le vivre aussi en entraînement. Je suis persuadée que certains qui nous écoutent aujourd'hui, quand ils vont courir dans la nature, je dis dans la nature parce que moi je préfère dans la nature, peuvent être hyper, on va dire, absorbés par ce qui est en train de se passer, si bien qu'ils n'ont plus vraiment conscience de leurs sensations corporelles et qu'ils sont un petit peu en même temps ici et à la fois un petit peu ailleurs. Voilà, c'est cette idée que tu peux avancer avec tes jambes qui sont plus relâchées, il y a plus vraiment de difficultés, c'est fluide. Et en fait, c'est vraiment ce côté qu'on va appeler automatique. Automatique, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand l'inconscient prend le dessus. Bon, techniquement, en fait, il a toujours le dessus puisque 95% de nos comportements sont régis par l'inconscient, même si on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment cette idée où on n'est plus dans l'analyse, dans la réflexion, dans le dialogue mental, en se disant «Ah, c'est dur, il fait chaud, il pleut, j'en ai marre». Voilà. Le flow, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît bien, nous les coureurs à pied et particulièrement les coureurs réguliers. Alors, on l'a pas tous forcément théorisé, on n'a pas tous forcément mis un nom dessus, mais c'est cet état où on va se sentir bien, où les jambes vont être fluides, où on va vraiment être dans un sentiment de béatitude et on va kiffer, quoi. Tout simplement, on va être sur un petit nuage. D'ailleurs, on avait eu par le passé l'occasion de faire un sujet, une émission spécialement sur ça avec Fred. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, analysé par les coachs, par les sport scientists. Alors, pas forcément en France parce que ça reste quelque chose d'assez d'assez encore marginal, mais par contre dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment un état qui est très recherché, très populaire. Et d'ailleurs récemment, il y a un livre qui est sorti, il est sorti il y a quelques années aux États-Unis, mais qui a été traduit récemment en France. Et qui parle justement du flow. Donc il y a tout un livre qui a été écrit sur ça. Alors j'ai plus le titre en tête, mais on vous le mettra en description de cet épisode et aussi un lien vers le podcast qu'on avait fait avec Fred sur le flow. Ça s'appelle, il me semble, c'est Flow. Moi, je l'ai en anglais, c'est Flow, The Psychology of Optimal Experience. Et c'est de Mihaly. Et je ne peux pas dire son nom de famille parce que je crois qu'il est tchèque et que c'est impossible à dire. Et on en avait rigolé justement avec Fred sur son nom de famille. Mais ce livre a été traduit là, il y a l'année dernière, je crois. Et du coup, on le mettra. Voilà, je le mettrai traduit en français, je le mettrai en descriptif de cet épisode. Mais voilà, c'est aussi des sujets qu'on va voir avec toi, mais là, du coup, pas forcément avec le regard entraîneur qu'on avait avec Fred, mais aussi avec le regard, toi, de professionnel de l'hypnothérapie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que beaucoup de personnes peuvent être réticentes à pratiquer l'hypnose parce qu'elles peuvent aussi avoir et moi c'est mon cas hein, typiquement je suis quelqu'un qui est énormément dans le contrôle, je bois pas d'alcool, je déteste prendre des médicaments, je déteste être malade, je déteste être fatigué, ne serait-ce qu'être fatigué pour moi quand j'ai pas assez dormi, c'est des journées qui sont très très dures parce que j'ai l'impression de ne pas contrôler les choses et du coup voilà, moi l'hypnose c'est quelque chose qui me freinait plus qu'il m'attirait. Je peux comprendre totalement, en effet. C'est vrai que la notion de contrôle, elle revient énormément quant à l'hypnose. Donc du coup, j'adore parler de ce sujet-là parce que ça me permet d'aller un petit peu tacler les clichés. Alors déjà, il y a le côté, comme je disais, l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Donc ça, c'est déjà une première différence. Mais quand on parle de la perte de contrôle, en fait, on se rend compte que rapidement, c'est un mythe, en tout cas dans la façon dont on l'entend. En fait, dans les séances, l'hypnothérapeute va faire des suggestions, va faire des propositions, et le client va les accepter ou pas par l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, on dit souvent que c'est l'inconscient qui prend ce qui est utile, ce qui est écologique pour lui. Et donc du coup, en fait, la peur de perdre le contrôle, c'est quelque chose que je rencontre souvent lors des premières séances. Des personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose et qui arrivent en disant... Je leur demande comment ils se sentent et puis ils me disent je suis un petit peu stressée. Et je n'arrive pas, j'ai peur de lâcher prise, j'ai besoin de garder le contrôle, etc. Donc moi, je dis à tous ceux qui sont en train de nous écouter et qui se reconnaissent, moi, je vais vous demander qu'est-ce qu'il se passe ou de quoi vous avez peur si vous lâchez le contrôle. En fait, en séance, j'explique que les personnes qui se croient contrôlantes
en fait, ce contrôle, ils l'ont déjà plus, puisqu'ils viennent pour une problématique qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Donc, s'ils avaient gardé le contrôle dessus, ils pourraient contrôler la solution et donc la résoudre. Et donc, finalement, je renverse un petit peu la situation, la proposition, en leur disant que grâce à l'hypnose, ça leur permet de reprendre le contrôle sur leur vie, sur leurs choix, sur leurs décisions. Et en fait, cette histoire de contrôle, finalement, c'est quelque chose qui est très répandu dans notre société aujourd'hui. La notion de contrôle est hyper galvaudée. Et c'est un peu, moi, ce que je dis, c'est le mental, le conscient qui aime se raconter cette histoire pour se rassurer. En fait, quand il y a une problématique qui coince, c'est qu'il y a des processus inconscients à l'œuvre derrière, d'où l'intérêt, justement, de passer par des techniques qui utilisent les états de modifiés de conscience, comme l'hypnose. Euh, du coup, Manon, on va essayer d'être concret parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un panel d'outils que peut utiliser un hypnothérapeute. Par exemple, en fonction des problématiques, des personnes qui vont avoir en face aussi, j'imagine, qui vont s'adapter. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, voilà, quelles différentes méthodes il existe et à qui elles peuvent s'appliquer? Alors, pour parler plus concret, faut savoir en effet, et ça c'est super intéressant parce que il n'y a pas forcément tout le monde qui en est conscient, c'est qu'il y a plusieurs types d'hypnose. Sans rentrer trop dans la technique, on peut distinguer l'hypnose ericksonienne, donc de Milton Erickson, qui est plutôt permissive, relativement minimaliste. Donc là, le client va peu parler, c'est plutôt le praticien qui fait des suggestions, des métaphores, on va utiliser les mouvements du corps, etc. Ensuite, il y a l'hypnose humaniste qui va plus travailler avec ce qu'on appelle des archétypes. Donc, certains ont peut-être déjà entendu parler de l'enfant intérieur, par exemple. C'est un peu des symboles de l'inconscient collectif. Et il va y avoir moins de dissociation entre le conscient et l'inconscient. Après, il y a des types d'hypnose plus spirituels, sur les vies antérieures. Il y a des types plus directifs. Il y a aussi des hypnoses très douces, comme l'hypnose sagesse, qui se rapproche beaucoup de la sophrologie. Donc en fait, déjà, on peut se rendre compte que c'est pas parce qu'on a essayé une seule fois l'hypnose et qu'on considère que ça n'a pas fonctionné sur nous, que ça ne fonctionnera jamais, en fait. C'est crucial de prendre en compte le contexte, l'environnement, le rapport aussi avec le praticien. Et après, dans les méthodes, finalement, il n'y a pas vraiment de cadre spécifique. C'est-à-dire que on va utiliser beaucoup de visualisation. On va utiliser des techniques d'ancrage qu'on peut retrouver en PNL ou en prépa mentale également. On peut utiliser également des exercices de respiration. Donc en fait, c'est très très varié et les protocoles dépendent de où on veut amener, où la personne veut aller, de comment elle réagit, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à visualiser, il y a des personnes qui sont traumatisées et qui ont du mal à ressentir les sensations dans leur corps. Donc à chaque fois, c'est vraiment s'adapter avec différentes méthodes au sein de nos séances. D'accord. Et du coup, tu me confirmes qu'en état d'hypnose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais pour vraiment foncer le clou, on n'est pas forcément inconscient. Faut pas croire que voilà, on perd nos esprits, on sait plus ce qui se passe et on n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. Alors exactement, c'est vrai que, pareil, c'est des histoires de sémantique. Quand on dit, l'inconscient, on pense du coup qu'on va être 100% et totalement inconscient et donc se souvenir de rien. D'où, les notions dont on parlait sur la perte de contrôle et cetera. En fait, alors après ça dépend des hypnothérapeutes. Il y en a qui vont utiliser, des processus d'amnésie. Il y a certaines personnes aussi, chez qui il va y avoir une amnésie spontanée qui va se créer parce que c'est ce qui est le mieux pour la personne et là-dessus on n'a pas forcément de ressort, d'action. Néanmoins, en tout cas, moi, j'utilise très peu, enfin, même pas du tout ces procédés-là. Et donc, les personnes peuvent raconter leur séance après. Souvent, il y a un peu c'est flou, c'est ok, c'était un petit peu bizarre, je me souviens pas exactement, mais les grandes lignes, on voit très bien en fait les liens de ce qui s'est passé. Et pourquoi moi j'utilise cette méthode-là? Parce que à la fin, je demande à la personne, je dis, est-ce que tu vois du lien entre ce que tu m'as amené au début et le chemin qu'on a fait pour en arriver jusqu'à la fin? Et comme ça lui permet de prendre conscience de tout ce qui était dans son inconscient et de refaire bien des connexions neuronales en fait et de se dire ah ok et d'avoir ce fameux eureka on va Mm. dire qui permet de mettre en mouvement tout le reste et pas de se dire oh il s'est passé un truc mais bon bah je vais laisser travailler tout seul quoi. Manon, je te propose maintenant qu'on parle du but de l'hypnose. C'est-à-dire, concrètement, les gens, quand ils vont voir un hypnothérapeute dans le domaine du sport, quel blocage, quel problème ils espèrent régler. Voilà, si tu peux nous donner quelques cas un peu plus concrets pour qu'on puisse vraiment se projeter. Ouais, alors ça c'est hyper intéressant en effet parce que on entend de plus en plus parler de l'hypnose et d'autres thérapies alternatives, notamment par exemple pour arrêter de fumer ou perdre du poids. Donc c'est très efficace, mais souvent les personnes n'ont pas conscience de l'étendue des
des blocages, des soucis qu'on peut régler avec l'hypnose. Donc, on peut agir sur le plan physique. Donc ça, c'est tout ce qui est problème de poids, et donc ça touche aussi avec le domaine du sport, mais problème de poids, de sommeil, si on veut agir sur la récupération, par exemple. Tout ce qui est somatisation, les eczémas, les douleurs chroniques inexpliquées médicalement, bien entendu. Tout ce qui est gestion de la douleur aussi. Après, on peut aller sur le plan émotionnel. Et là, ça fait du lien avec notre dernier épisode sur la confiance en soi. Tout ce qui est manque de confiance en soi, difficulté à dire non. Les problèmes aussi de perfectionnisme, par exemple dans son entraînement, quand on se dit il faut absolument que j'aille courir, il faut absolument que je fasse ça, même si on se sent pas très bien, qu'on est fatigué, qu'on a tendance à pas trop s'écouter. Également après tout ce qui est problématique de phobie, tout ce qui est autour des deuils, des questions de violence, d'abus, etc. Et puis enfin, il y a vraiment la dimension transpersonnelle, donc là aussi bien sur la vie pro, tout ce qui est burn-out, reconversion, licenciement, sur la vie familiale ou la vie sentimentale, tout ce qui est relations toxiques, tout ce qui est dépendance affective. Et puis vraiment toutes les questions de je ne me sens pas à ma place, la fameuse quête de sens dont on parle aussi beaucoup de plus en plus depuis le Covid, en fait. Donc on voit bien, en fait, comment, même dans le domaine du sport, on peut retrouver des problématiques sur chaque niveau. Aussi bien les problèmes de poids que de sommeil, que de confiance en soi, que de relation aux autres dans le cadre de ses entraînements. Trouver un équilibre aussi entre sa vie pro, sa vie familiale et puis sa vie sportive. Donc ça, c'est le genre de problématiques qu'on peut adresser en fait avec l'hypnose. Et la petite particularité, on va dire, c'est que moi, j'ajoute, ou en tout cas, j'intègre une partie de ce qui s'appelle le transgénérationnel dans mes séances. Donc, parfois, je peux être amenée à poser des questions sur les parents ou les grands-parents pour pouvoir identifier des événements un peu particuliers, on va dire, qui pourraient être à l'origine de blocages chez mes clients. Donc, tout ce qui est schéma répétitif, etc. Et du coup, par rapport à tous les outils qui existent dans la thérapie de la prépa mentale, tu as les coachs mentaux plus traditionnels, tu vas avoir la PNL, la sophrologie, l'hypnothérapie. Enfin, voilà, il existe quand même pas mal de spécialités dans la prépa mentale. Comment se positionne l'hypnose en termes de résultats? Parce que je rappelle, il existe une multitude de disciplines, de compétences. Après, nous, en fonction de notre problématique, en fonction de notre sensibilité, on va être plus ou moins réceptif à une ou une autre méthode. Et voilà, donc c'est important de trouver la méthode qui nous correspond. Et c'est pas parce que quelque chose marche sur nous que ça marchera sur un autre, ou inversement, c'est pas parce que ça marche pas sur nous que c'est notre faute. Ça peut être juste qu'on est moins réceptif. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'aller comprendre notre problématique et trouver la meilleure expertise pour nous, personnellement. Écoute, Guillaume, t'as déjà dit la plus grande partie, et c'est exactement ça. Moi, je pense aussi sincèrement qu'il n'y a pas un outil qui est mieux que l'autre. Chacun a ses sensibilités, et donc voilà, il y a l'EFT, le MDR pour les traumas qui est très efficace, la kinésiologie, l'hypnose. Donc tout ça, en fait, sont des outils. Donc l'hypnose, en fait, elle fait partie des thérapies qu'on appelle brèves, parce qu'on considère en moyenne, qu'il faut 1 à 10 séances pour régler une problématique. Mais l'hypnose, c'est pas du tout une baguette magique. Moi, j'ai déjà adressé des cas de phobie en 20 minutes, et pour d'autres, j'ai mis plusieurs séances, parce qu'il y avait d'autres choses, en fait, qui étaient reliées. Pour les problématiques de confiance en soi, comme on en parlait dans le dernier épisode, on voit bien que, en tout cas, on entend bien qu'une séance ne va pas être suffisant pour résoudre quelque chose d'aussi général. Il y a des ramifications dans toute la vie, dans l'enfance, les traumas, les croyances limitantes, etc. Donc ça dépend vraiment, en fait, de la personne. Et j'aimerais rappeler aussi que l'hypnose, ça demande un vrai engagement du client, comme tu le disais aussi justement avant. C'est pas le praticien qui fait le boulot, c'est le client, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de rester responsable et autonome, en fait, dans sa démarche de changement. C'est OK, en quoi c'est important pour moi de changer, et de pas venir avec ce côté ah, bim, c'est bon, c'est réglé. Et quand est-ce qu'on utilise l'hypnose? Est-ce que c'est en consultation et après on débloque, ou c'est quelque chose qu'on peut aussi, je veux dire, on peut être autonome, on peut, si on parle aussi d'auto-hypnose, souvent c'est des mots qu'on entend pas mal en compétition ou chez des athlètes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Ouais, carrément. Alors, ce qui est trop cool avec l'hypnose, je suis un petit peu forcément, comment dire, mon point de vue est très subjectif, mais ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement,
n'importe où, n'importe quand, et donc même seul, avec ce que tu disais, Guillaume, l'auto-hypnose. Moi, je pense que c'est bien d'avoir fait quelques séances peut-être avant avec un ou plusieurs praticiens de façon guidée, comme ça on sait un petit peu à quoi s'attendre, à quoi ça ressemble. On n'est pas lâché dans la nature à faire des tests un petit peu tout seul sur son cerveau, mais on peut aussi très bien s'entraîner, se documenter de son côté. Et donc en fait, il n'y a pas de bon moment, c'est-à-dire que chaque moment est une opportunité. Donc ça peut être intéressant si vous êtes sportif et que vous avez des objectifs, une course, traverser la Manche à la nage, préparer un Ironman, ce que vous voulez, peut-être de faire plusieurs séances, pas nécessairement 36, mais quelques séances avant, pour pouvoir déjà optimiser votre visualisation, pour pouvoir acquérir des techniques d'ancrage, pour pouvoir voir est-ce qu'il y a des blocages auxquels vous n'aviez pas forcément pensé, en fait, et aller fluidifier un petit peu tout ça. Sinon, après, de façon plus ponctuelle, vous pouvez faire une séance quelques jours qu'avant une compétition. Après, ce qui est génial aussi, c'est que moi, par exemple, mes séances, elles durent entre 1 heure et 1 h 30 parce qu'on échange, on fait plusieurs choses, etc. Mais seul, en fait, vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes pour faire de l'auto-hypnose. En fait, c'est un super rituel à intégrer à son quotidien. Moi-même, j'essaie de me l'appliquer. C'est un peu comme la méditation, parce que les deux sont finalement assez proches. Et d'autant plus si vous avez un objectif en tête, sportif ou autre, vous pouvez vous faire en fait une session la veille ou même le matin. Et même pendant les épreuves, vous pouvez utiliser des techniques d'ancrage, des techniques de visualisation qui vont permettre d'activer en fait des réflexes. Par exemple, on peut travailler sur comment déclencher de façon plus récurrente un état de flow. Donc ça, on voit bien comment ça peut être hyper intéressant pour des compètes, par exemple. Ou convoquer un certain état interne. Par exemple, si vous avez tendance à vous agiter, à être un petit peu anxieux en début de course, comment je fais pour me calmer automatiquement? Donc il y a des exos de respiration, plein de choses en fait qui sont possibles par rapport à ça. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. J'imagine que la communication entre l'athlète et son praticien, elle doit être importante. Est-ce que l'hypnothérapeute, il intervient uniquement dans le domaine sportif, ou il peut aussi intervenir sur peut-être des questions plus extra-sportives, sur la vie pro, la vie perso, sur la famille, sur ce genre de choses? Parce que finalement, j'imagine que ça peut aussi être lié. Et souvent d'ailleurs, quand on commence la course à pied, ça peut aussi être un peu comme, je ne vais pas dire une thérapie, tu vois, mais pour se retrouver avec soi-même, il y a une dimension hyper introspective. Ouais, tout à fait. En fait, alors encore une fois, chaque praticien, chaque professionnel va pratiquer différemment selon ses outils, ses méthodes, son background, etc. Donc on peut se concentrer uniquement sur le sport. Moi, je sais que j'ai une tendance à être assez holistique et à considérer que de la même façon que si vous avez passé une journée pourrie au travail, il y a de fortes chances qu'à l'entraînement, vous ne soyez pas hyper joyeux. Au moins au début. À la fin, peut-être que ça va mieux. Mais donc, en fait, je considère que nos domaines de vie, ils sont pas segmentés. Et donc, à chaque fois, s'il y a quelque chose qui va pas trop dans l'un, il peut y avoir une compensation qui s'installe dans l'autre. Pro, perso, sportif, etc. Donc pour ça, en effet, c'est très important de pouvoir identifier ça, de communiquer et de voir est-ce que la personne en face, elle a envie, elle est prête, elle a conscience de ça ou pas. Moi, plutôt que me concentrer sur des sujets, j'aime bien présenter le type de personnes qui viennent travailler avec moi. C'est plutôt des personnes qui sont désireuses d'entamer ou alors de continuer une démarche d'évolution personnelle pour travailler à vraiment des transformations intérieures profondes, en fait. Donc, c'est des personnes qui sont assez motivées, qui ont envie de changer, qui tournent pas autour du pot, etc. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, la situation problématique que les gens m'amènent, que ce soit j'ai un discours interne négatif quand je cours, j'ai pas confiance en moi en compétition, mais par contre en entraînement ça va très bien, ou des choses de l'ordre plus personnel, en fait c'est un symptôme d'un mécanisme bloqué dans son inconscient. Donc moi c'est ça en fait que je vais chercher. Et en fait, malgré les différences de situation et de sujets, de tout ce qu'on a évoqué, en fait il y a des similitudes dans les fonctionnements justement dysfonctionnels, on va dire, de l'inconscient. Merci pour toutes tes précisions. Manon, je veux pas qu'on se quitte sans qu'on parle de quelque chose. C'est un terme qui est, j'ai l'impression, un peu à la mode, en tout cas qu'on n'entendait pas forcément, mais maintenant, les athlètes, les entrepreneurs, voilà, il y a plein de gens qui parlent d'imagerie mentale.
Et moi, je trouve que c'est ces mots qu'on entend partout, mais finalement, personne ne sait vraiment, ou en tout cas, peu de personnes ne savent vraiment la définition exacte qu'il y a derrière ce mot-là. On a une définition plus ou moins hasardeuse. Et je compte bien sur toi pour nous aider à nous éclairer. Est-ce que tu peux nous expliquer précisément ce qu'est l'imagerie mentale, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai que on en parle de plus en plus, et particulièrement dans le domaine du sport. Alors, la visualisation et l'imagerie mentale, c'est deux techniques qui sont très très similaires. Ça fait partie de ce qu'on peut appeler ou ce qu'on peut entendre comme la psychoneuroimmunologie. Donc en fait, ça comprend un ensemble de techniques comme la méditation, l'hypnose, le neurofeedback dynamique, etc. Donc ça ressemble fortement à des techniques d'auto-hypnose. Et ce sont des techniques qui permettent de mettre en œuvre les ressources de l'esprit, ce qu'on appelle l'imagination, l'intuition, dans un but d'amélioration des performances et du mieux-être. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, des fois, on utilise les deux termes un petit peu de façon similaire. On pourrait aller un peu plus loin et faire une différenciation et expliquer en fait que dans la visualisation, on va plus imposer des images précises à l'esprit, alors que dans l'imagerie mentale, on va chercher à faire émerger des représentations qui appartiennent à l'inconscient de la personne. Donc pour essayer d'illustrer ça de façon un peu plus concrète, en visualisation, je vais pouvoir dire à la personne, OK, tu es sur ta course, admettons que je connaisse la course de la personne, tu vois bien le terrain en béton, tu vois bien les arbres qui sont sur le côté, le petit pont rouge au bout à droite, et puis tu vas te voir en train de faire tel et tel mouvement. C'est quelque chose qui est assez codifié. Contrairement à l'imagerie mentale, où on va plus faire donc émerger des choses, c'est-à-dire qu'il me suffirait de poser la question, ok, maintenant tu fermes les yeux et tu t'imagines en entraînement ou le jour de ta course, devant, là, sur la ligne de départ, qu'est-ce que tu vois? Comment c'est pour toi? Et là, c'est la personne qui va me dire tout ce qui se passe. Donc du coup, on voit bien en effet que la différence entre la visualisation et l'imagerie mentale, elle est très très fine et c'est juste une question de est-ce que c'est plutôt structuré et guidé ou est-ce qu'on laisse émerger, on va dire, les informations de l'inconscient de la personne. En gros. Merci beaucoup Manon pour tes explications. Pour moi, c'est beaucoup plus clair et j'espère que pour nos auditrices et auditeurs aussi. Mais finalement, ce qu'on peut se demander, c'est à quoi ça sert à l'imagerie mentale, la visualisation. Maintenant qu'on a compris le principe, est-ce que tu peux nous expliquer son utilité? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que au-delà de savoir ce que c'est, bah, à quoi ça sert? En fait, c'est hyper intéressant parce que depuis récemment, on parlait des études sur le cerveau, tout à l'heure. En fait, les neuroscientifiques ont démontré que notre cerveau ne faisait pas totalement la différence entre une action motrice réelle et la représentation mentale qu'on va se faire de cette action. C'est-à-dire quand on imagine faire une action. Et donc en fait, ça enclenche quasiment les mêmes processus cérébraux. C'est-à-dire que entre le fait d'aller courir et le fait d'imaginer courir, on va solliciter en moyenne environ 75% des mêmes zones cérébrales. C'est énorme. Donc on voit bien en fait comment le fait de se représenter des choses dans notre esprit peut permettre d'améliorer des performances et de conditionner également le corps pour des entraînements. Et puis au-delà de tout ça, il y a aussi tout ce qui touche à la créativité, ceux qui sont migraineux, concernant le sommeil, les cauchemars, et cetera. Donc c'est un champ d'application qui est très, très, très varié. Tout ce qu'on peut imaginer, en fait, finalement, on peut commencer à agir à un certain niveau, bien sûr, dessus. Bon, c'est beaucoup plus clair. Merci beaucoup Manon. C'est vraiment un épisode intéressant parce que comme je l'ai dit en introduction, voilà, le but c'était d'avoir une vision un peu plus précise, un peu plus claire de ce qu'est l'hypnose parce que ça reste une discipline qui est encore très méconnue. Il y a quand même pas mal de préjugés autour de ça. Donc même si voilà, le but c'était pas forcément de rentrer dans toutes les spécificités, donner des trucs, des astuces. Voilà, on aura l'occasion de revenir dans d'autres épisodes sur vraiment de la pratique. Là, c'était, et ça me semblait essentiel, d'avoir quand même un échange plus global sur l'hypnose, ses spécificités, comment est-ce que ça peut nous aider avant de rentrer plus dans le détail. Au moins, on aura bien fait les choses. Et d'ailleurs, Manon, est-ce que tu peux peut-être nous synthétiser les éléments clés de cet épisode à retenir pour qu'on puisse voilà, avoir une espèce de conclusion? Alors, on a parlé de vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que la première chose que je pourrais dire, c'est si vous êtes intéressé, intrigué,
titillé un petit peu par l'idée de l'hypnose ou de découvrir, de rencontrer votre inconscient, voire d'essayer toutes ces techniques de visualisation et d'imagerie mentale dont on a parlé, moi j'ai juste envie de vous dire peut-être essayez. Si vous souhaitez améliorer vos performances, que vous soyez coureur du dimanche ou athlète de haut niveau, l'hypnose c'est un outil qui est hyper intéressant pour ça. Également par rapport à toutes les thématiques qu'on a évoquées dans cet épisode ou dans les précédents sur le perfectionnisme, sur la confiance en soi, trouver sa place, la procrastination aussi. On parlera bientôt de la gestion du temps et de l'organisation. C'est des outils, c'est un outil qui est hyper intéressant. Et sachez donc que l'hypnose peut être utilisée pour ça. Et encore une fois, il existe une multitude d'approches, de disciplines. L'important, c'est d'essayer de trouver celle qui nous correspond à nous, à nos problématiques, à notre sensibilité. C'est un peu finalement comme apprendre une langue étrangère. Vous allez trouver des professeurs qui vont avoir différentes méthodes pédagogiques. Eh bien, certaines vont fonctionner sur vous, d'autres pas du tout. Il faut trouver la méthode qui vous correspond. D'où l'intérêt de chercher un praticien qui correspond à nos attentes, à nos problématiques. Et si ça ne fonctionne pas sur vous, c'est pas de votre faute. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes maudit. Non, c'est parce que, encore une fois, chacun est différent. Donc voilà, pas d'inquiétude sur ça. Manon, écoute, je te donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Body and Mind. D'ici là, rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À très vite. À très vite.